Donc cette conférence a été réalisée, le contenu de cette intervention a été fait à l'échelle du MNLE Pays de la Loire. Et à cette occasion, pour vous dire que comme on a décidé au niveau national d'avoir des réflexions générales thématiques sur l'industrie, on peut dire que c'est une contribution pour lancer cette réflexion complexe sur désindustrialisation et comment réindustrialiser. Et pour animer cette conférence, vous aurez notre ami Jonathan qui va se présenter, qui est un salarié d'EDF de la centrale de Golfech, et nous aurons en différé une intervention du président de Fradiberté, qui est l'outil de diffusion des thés et infusions, des diffusions associatives des thés et infusions, et sur Internet, les thés et infusions 1336. Donc je vous passe tout d'abord Jonathan qui va se présenter. Bonjour à tous, Jonathan Mongin, je suis salarié d'EDF depuis 2006. Je suis délégué syndical, je suis secrétaire général du syndicat CGT de la centrale de Golfech, qui intègre tous les salariés de la centrale, pas que les agents EDF, les agents des entreprises prestataires également. Comme autre mandat, je suis coordonnateur régional pour la fédération Mine Énergie. Sur la région, on a conservé nos anciennes régions, donc pour la région Midi-Pyrénées, dont fait partie du coup Rodez. Voilà, comme mandat, également en interprofessionnel, du coup je suis au bureau de l'Union départementale du Tarn-et-Garonne, vu que la centrale de Golfech fait partie du département, donc dans le 82. Donc j'ai été embauché à EDF en 2006 à la suite d'un BTS en alternance dans une école EDF qui existait encore à l'époque, qui pouvait garantir un certain niveau de formation et d'attachement à l'entreprise qui a un peu disparu ces dernières années. Donc j'ai commencé à travailler dans une unité où on faisait des déplacements dans toutes les centrales nucléaires de France pour faire la maintenance de certains matériels spécifiques dans les centrales pour la partie mécanique. Donc j'y suis resté 5 ans avant d'arriver à Golfech du coup pour faire préparateur mécanique, donc qui consiste à gérer la maintenance, on va dire, sur les programmes préventifs et puis faire des expertises techniques quand il y a des matériels qui tombent en panne. Et du coup je me suis engagé dans les années 2010 à la CGT petit à petit, avec un certain nombre de mandats qui ont continué à grossir, et là du coup je suis permanent syndical donc depuis 4 ans maintenant. Donc voilà, c'est plutôt appréciable de participer avec d'autres organisations ou associations à ce genre de conférences. Ça permet de discuter, de débattre, d'apporter des informations. Le monde de l'énergie aujourd'hui est assez perturbé, on va dire. Ça intéresse en général pas mal de monde, alors en grande partie pour le prix de la facture qui arrive à la fin du mois, mais pas que. Mais il y a plein de choses qui expliquent les augmentations de tarifs, et dont, alors c'est pas la désindustrialisation à proprement dit, mais ça fait quand même partie un peu du même système. Donc voilà, je vais essayer d'intervenir au fur et à mesure du déroulement, et à la fin, si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas, ce sera avec plaisir. Alors, habituellement, on commence par les sources pour vous dire un petit peu à partir de quelles sources on a fait le travail, enfin, ce qui nous concerne, MNLE, Pays de la Loire. Donc, vous avez un livre que je balade de temps en temps avec moi qui s'appelle la CGT 1975-1995, qui est la période justement où la désindustrialisation s'est amplifiée. Parce que la désindustrialisation, elle est liée aux objectifs du système. Elle n'est pas quelque chose qui tombe comme la mort à la fin de la vie. Donc c'est quelque chose qui dure depuis que l'industrie existe.
Alors, donc il y a ça. Alors c'est un livre intéressant parce que Jean-Claude Boile a écrit dedans, parce qu'il y a des références à l'évolution de la CGT. Et c'est très intéressant parce que ça montre, je vous dis, quand on lit ça, aujourd'hui on a l'impression d'être au dernier congrès de la CGT. Ensuite, c'est un livre qui parle des industries, des comparaisons entre le fonctionnement industriel dans les pays du sud, d'Amérique du Sud et en France, en Bretagne en particulier. Alors, Politique de sobriété, c'est un livre que je vous conseille, même si ce n'est pas forcément un livre qui est très lié à notre culture, mais qui exprime un certain nombre de choses sur la sobriété et les problématiques de la Terre aujourd'hui, de la nature, de la biodiversité, qui méritent d'être connues, parce que finalement, elle alimente notre argumentation. Après, vous avez Edgar Morin, parce que c'est la réflexion sur la complexité, parce que la désindustrialisation et la réindustrialisation, c'est quelque chose de complexe. Territoire entre l'Europe et les États-nations, c'est un des livres qu'a écrit Ali Haït Abdelmalek, qui a participé, qui est adhérent du MNLE d'Ille-et-Vilaine et qui a donc beaucoup réfléchi en Bretagne sur les problèmes notamment de l'agriculture et de l'agriculture industrielle. Trignac, c'est le logo d'une ville qui a fait l'objet d'une très forte désindustrialisation dont on dira un mot. La CGT, Scopti, Ouest France, l'Humanité, un rapport du Sénat, Droit à l'énergie, qui est une association qui est animée par Mme Concalves, qui est quelqu'un qui est assez connu à la CGT en particulier. C'est une association qui réfléchit sur les enjeux de l'énergie au plan international. Et Progressiste, qui est un journal, enfin qui est un outil de réflexion de la... comment ça s'appelle, la Fondation Gabriel Péry, je crois. Voilà, donc voilà les sources. Alors, j'aime assez, moi, toujours commencer par je dirais, poser la problématique. Donc, je ne vais pas vous relire ce qui est écrit. Par contre, ce que vous avez à droite, c'est la problématique générale du sujet. Un autre parcours peut-il être envisagé, c'est-à-dire le parcours de la désindustrialisation et de la réindustrialisation capitaliste. J'illustre. Une autre construction peut-elle être compatible et en imposant, peut-elle être compatible, y a-t-il un problème de français, s'imposer les limites qui résultent de la réalité du monde. C'est-à-dire ce qui était vrai il y a 200 ans, en termes d'industrialisation, avec la révolution industrielle, ou 300 ans, la révolution industrielle, et aujourd'hui on n'est plus dans les mêmes contextes. Alors, vous voyez, là c'est plus une réflexion sur la liberté, parce que tout est dans tout. Vous verrez. On continue. Alors, la désindustrialisation est une aubaine pour réduire l'influence des salariés et de leurs représentants avec la complicité de l'État, la communauté européenne et de l'Union européenne. Vous voyez, on commence d'une manière très, très volontariste, c'est-à-dire que les patrons utilisent la décentralisation sans doute pour augmenter leurs profits ou adapter l'outil industriel, mais c'est aussi et surtout pour bloquer l'action des salariés et de leurs organisations. C'est pas seulement ça, mais ça fait partie de l'objectif des patrons. Les grandes agglomérations se sont engouffrées dans cette stratégie. Vous avez vu qu'en général, les grandes villes ont fait reculer l'industrie en dehors de leur périmètre. Bon, nous, on a l'exemple avec les petits lus à Nantes, les chantiers navals du Bijon à Nantes, qui ont disparu et qui ont été mangés par les chantiers de Saint-Nazaire pour le chantier naval, et les petits lus les gâteaux, qui était une grosse entreprise à Nantes,
eh bien, elle est partie à 50 km autour de Nantes. Donc pourquoi? Parce que à l'époque, les élus, je dirais presque de toute tendance, ont préféré avoir moins d'ouvriers dans leur zone de pouvoir que d'en avoir. Nantes, il y avait 10 000 ouvriers, il n'y en a plus, puisqu'il n'y a plus d'ouvriers au sens large du terme. Alors, la dette américaine, alors pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que tout ça, c'est lié. Aujourd'hui, les États-Unis se développent par la dette. C'est-à-dire qu'ils utilisent le pognon, ils spéculent en gros, et ils se développent par la dette. Mais quand tu te développes par la dette, il faut trouver des gens qui, achètent ta dette. Donc les acheteurs de la dette américaine, je reprends un exemple plus récent, pour payer les armes qu'ils envoient, par exemple, en Ukraine ou ailleurs, ils empruntent. Donc il faut qu'ils remboursent. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils émettent ce qu'on appelle des bons du trésor, et puis tu as des gens qui les achètent. Alors, les grands acheteurs, c'est les pays de l'Union européenne, dont la France. Il y a un très grand acheteur, et vous comprendrez pourquoi je vous dis ça, qui est la Chine. La Chine possède presque la moitié des bons du trésor américain. Et vous entendez Biden dire, on va les mettre au port. Mais je ne sais pas qui on mettra au port. Alors, la dette et l'industrie, vous imaginez bien, on va y revenir. La pollution atmosphérique représente en Chine, je vous l'ai dit hier, donc je ne vais pas vous le redire, 48 pour eux, 52 pour nous, au sens large. Alors, l'inefficacité du système. On va prendre deux exemples, notamment du système industriel. Vous vous rappelez de l'ERICA? Ça vous dit quelque chose, l'ERICA? Oui. Total. Il affrète un pétrolier, simple coque, il coule, tout le pétrole remonte, il se met en Bretagne, notamment dans notre région, donc il pollue. Et à votre avis, qui fournit les produits pour dépolluer? Vous voyez que le système il vit en détruisant. Alors, ils ne l'ont pas fait exprès, Total, que le bateau coule, mais enfin, concrètement, c'est ça que ça veut dire. Et pour pouvoir vendre leurs produits pour dépolluer, il faut bien qu'il y ait de la pollution. C'est le système qui font ça comme ça. Alors, il y a l'exemple du Mediator. Mediator, vous vous souvenez, le médicament qui était vendu pour maigrir ou pour je ne sais quelle pathologie, ou je crois que c'était aussi pour le sucre, pour le diabète, et qui finalement avait des effets particulièrement gravissimes pour le cœur. Pourtant, il était vendu par le laboratoire Servier, et puis peut-être bien que le laboratoire, et sûrement, produit des produits pour aujourd'hui faire que ceux qui s'en sont sortis puissent continuer à vivre. C'est ça le système. Alors évidemment, ce matin, en disant ça, vous allez dire, Martel, il n'a pas le moral. Alors, Jean-Jacques Rousseau disait, regardez bien, il disait, alors c'est pas hier, en l'absence d'universalisme de la vision productiviste de la modernité, c'est-à-dire ce qu'on dit sur le productivisme, vous voyez, occidental, elle produit le mythe de l'abondance. Alors ça, c'est important, parce que la désindustrialisation et la réindustrialisation, elle a comme fondement l'idée que nous vivons dans l'abondance. C'est-à-dire que, quel que soit l'avenir de la Terre, on trouvera toujours les moyens de l'épuiser sans l'épuiser, si on considère que le système considère que la Terre est inépuisable. Jacques Ellul, qui n'est pas je dirais quelqu'un qui était un protestant de culture, de religion, un historien, etc., précise que nos sociétés recherchent avant tout la puissance, le contrôle. Alors vous le savez, puisque on a tous des appareils
qui nous sont bien utiles, mais qui servent surtout à nous contrôler. Et qui les produit? L'industrie. Alors, ces sociétés de la démesure conduisent inévitablement à l'exploitation de la planète et de ses habitants. Vous voyez, c'est quelque chose qui, au-delà de ce qu'on peut penser nous, est aussi partagé au-delà de ce que nous ressentons du système dans lequel nous vivons. Alors, j'ai voulu mettre ça parce que ça touche à notre industrie. Qu'est-ce que le Made in France? Vous savez, ça, Made in France, les produits, c'est fabriqué en France. Ben, pour résumer, un produit qui est fabriqué en France, il peut être fabriqué à 60% en France et 40% en Chine. C'est ce qu'on appelle le Made in France. Ça veut dire que le consommateur ou l'utilisateur, il se fait rouler dans la farine. Alors, tous les produits ne sont pas ceux-là. Hein, mais voilà. Mais même le miel qu'on achète dans les grandes surfaces, il vient en partie de Chine. Puis c'est marqué sur la boîte fabriquée c'est dans le coin, je crois. Plus bas là, un peu plus bas. Alors, rentrons dans le dur du sujet, les industrialisations. Alors, ça s'est traduit d'abord par les flux de délocalisation. Alors, il y a eu des flux de délocalisation en France. Alors, j'ai un exemple. Alors, excusez-moi, c'est un exemple. La première des délocalisations industrielles qui s'est faite dans les années 70, c'est à Trignac. La Caravelle, la société l'aérospatiale fabriquait les caravelles. Je crois que on en a parlé de la Caravelle dans une de nos soirées. Alors, ils ont imaginé, les ingénieurs de l'aérospatiale, qu'on pourrait faire des caravanes. Les fameuses caravanes Caravelaires. Caravelaires, oui. Et elles sont faites avec le même procédé de la... comment on appelle ça, d'un avion, de la carlingue. C'est le même principe. Et donc ils ont dit on va décentraliser. Alors à l'époque, Olivier Guichard, qui était ministre de l'aménagement du territoire, était très content que l'aérospatiale a fait cette diversification, qui s'est installée à Trignac. Mais comme les gars sont bien battus et que c'était une société d'État, ils ont obtenu tellement d'avantages que les patrons de Saint-Nazaire ont dit ça ne peut pas durer. Donc Olivier Guichard, ah oui, parce que s'il y a trop d'avantages à la SEM-Sotrimec à Trignac, les autres entreprises, les gars, ils vont dire pourquoi pas nous, hein, voilà, vous connaissez ça. Alors Olivier Guichard, il a dit puisque c'est comme ça, c'était sous Giscard, je vais faire racheter la SEM-Sotrimec par Trigano. Vous savez, le Trigano qui fabrique les tentes et tout là. Et Clemed. Et donc, ils ont transféré l'usine par là. Tournon-sur-Rhône. Hein, c'est ça? Tournon-sur-Rhône. Et puis, ils fabriquent aujourd'hui les comment on appelle là, pour aller en vacances, là, pas les mobil-hommes, mais les camping-cars. Et c'est une activité qui marche très bien, parce que regardez ça, le chiffre d'affaires qu'il fait. Mais du coup, à Trignac, il n'y avait plus rien. Hein? Vous voyez la délocalisation, soit il reste l'agence ou le bâtiment avec une secrétaire, ou soit il ne reste plus rien. Hein? Voilà, ça c'est la première. Hein? C'est Giscard qui avait fait ça. Alors à Trignac, il n'y avait plus rien. Hein? Il n'y avait plus d'industrie, plus de taxes professionnelles, puisque c'était... Voilà. Vous vous souvenez du film Quand tu disais Valérie, non? Dommage, parce que je ne l'ai pas. Il est sur Internet. C'est superbe, la chanson, c'est René Vauthier qui a fait le film, Quand tu disais Valérie. Alors, la désindustrialisation, c'est aussi des investissements directs hors de France, c'est-à-dire que des entreprises françaises décident d'aller à l'étranger, donc ils vont aller investir hors de France, parce que ça rapporte plus. Les investissements étrangers en France, c'est-à-dire qu'il y a par exemple les fonds de pension, ils vont racheter des boutiques, soit pour faire du pognon à court terme, ou soit les supprimer. Hein, c'est ça, en général, c'est ça qui se passe.
Les LBO, les Leverage Buyout, là c'est ça, le système. Les destructions avec la financiarisation des investissements et des acquisitions, ben voilà, c'est ce que je vous ai dit. Alors, la grande désindustrialisation, c'est 74-84, la bataille de l'acier. Bon, on va pas, je fais vite. Voilà, alors il y avait Radio Quinquin, hein, vous vous souvenez de Radio Quinquin, et Radio Cœur d'Acier. Voilà. Balladur, qui était à l'époque Premier ministre, 90-95, il disait, tournant libéral en vraie grandeur, à tous de faire des sacrifices. Alors, j'avance là, moi? Oui, j'avance. Bon. Alors, donc j'ai déjà dit ça, hein, l'histoire de... alors, les forges de Trignac. La première forge sur l'eau. Aujourd'hui, les forges, c'est Dunkerque, Fos. C'est ça? Ce qu'on appelle la fabrication d'acier moderne. Mais c'est pas la première forge sur l'eau, c'est pas Dunkerque et Fos, c'est Trignac. Alors, le charbon, il venait du Pays de Galles, par cabotage, et les bateaux, ce qui a permis de faire le port de Saint-Nazaire. Vous voyez les liens entre les choses. Les bassins du port de Saint-Nazaire ont été faits pour accueillir les caboteurs de charbon. Et puis quand ils remontaient à Cardiff, là-bas, eh bien, ils s'arrêtaient en Bretagne, ils achetaient des poteaux de mines dans les forêts bretonnes. Et à qui appartenaient les mines au Pays de Galles? Aux maîtres des forges, qui ont construit les forges de Trignac. Et un jour, le gouvernement français, pour des raisons qu'on peut comprendre, a dit « c'est terminé. Maintenant, si vous voulez faire de l'acier, il faut le faire avec le charbon de l'Est de la France où il y a des mines de charbon. » Et bien, les maîtres des forges, ils ont fermé les forges. C'est une entité de 5000 emplois. Hein. Voilà, pour vous montrer ce que c'est la désindustrialisation et les acteurs qui l'ont constituée. Vous voyez, alors c'est les mêmes qui ont détruit ce qu'ils avaient construit, puisqu'ils n'allaient pas, les maîtres des forges qui étaient propriétaires des mines au Pays de Galles, ils n'allaient pas faire venir le charbon de l'Est de la France pour... c'était pas rentable. Donc ils ont fermé en 1932 les forges. Les Allemands les ont rouverts pendant la guerre, les Alliés les ont bombardés et ça ne s'est jamais rouvert. 5000 emplois. Les Nazériens n'en voulaient pas parce que c'était tellement polluant qu'ils ont été obligés de les mettre à Trignac qui était dans le Marais. Ah, c'était plus facile. Alors, je vous l'ai dit, l'histoire d'Angy. Hein, vous savez, l'histoire du patron d'Angy qui disait, mais pour qu'on vive bien l'hiver prochain, enfin 2022, il ne faut pas que les Chinois relancent leur industrie. 1 milliard et quelques de Chinois doivent se plier à nos recommandations. Alors je sais que DF a du boulot en Chine, donc ils ont été beaucoup plus prudents, parce que Angy, je crois qu'il a 40 employés en Chine. Alors, il a pu se permettre de dire ce genre de... Sans doute. Hein. Alors, pourquoi on désindustrialise? Si tu écoutes les patrons, c'est pour rationaliser la production. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire, comme vous savez, vous connaissez la théorie de Marx, comment dire, plus on investit de l'argent, moins elle est rentable. Vous savez ça, hein? Alors aujourd'hui, le système, il court après ça. C'est-à-dire que plus tu investis, ben, le taux de profit baisse. Alors la contradiction, c'est qu'il faut toujours en mettre plus. Mais alors, comme ils savent bien qu'il faut gagner quand même du pognon à court terme, ben, une des solutions, c'est de délocaliser ou de désindustrialiser. C'est-à-dire d'aller produire dans des pays qui rapportent plus à court terme. Alors je vous ai mis le lien pour aller voir l'histoire de ce que je vous ai raconté sur les caravanes, caravelaires. Voilà.
Ces formes présagent-elles de nouveaux mouvements à venir? Alors, bon, la désindustrialisation, c'est quelque chose qui est, comme présentait notre ami hier, des schémas avec des sinusoïdes. Ça dépend des situations, ça dépend du contexte. Bon, aujourd'hui, avec l'Ukraine, ça a des effets sans doute dans Ukraine ou ailleurs. Hein, les 60 et quelques guerres qu'il y a dans le monde, ça a des effets sur l'industrie aussi. Alors, après, il y a, vous voyez, les grands là, de la réflexion, Marx, Durkheim, Weber. Weber était un sociologue. Les théories de la sociologie. Et si vous voulez, on peut dire que la réindustrialisation, parce qu'il va falloir y venir, c'est pour contribuer à changer le monde. Mais aujourd'hui, le système, il fonctionne dans une logique en se disant, je ne peux pas continuer à faire les cochonneries que je faisais, c'est-à-dire les pollutions à grande échelle, etc. Donc je vais proposer des systèmes très modernes qui montrent qu'on fait des efforts. Hein, donc c'est le verdissement de l'industrie. Mais le verdissement de l'industrie n'y contribue pas. Il ne fait que pallier et de retarder. Mais comme le système, il a surtout comme objectif le court terme, dans 50 ans, ils s'en foutent. C'est une façon de parler, mais c'est ça. Les générations futures se débrouilleront. En évitant... Alors, après, il y a le fameux débat, notamment entre les courants écologistes, un peu souvent, ou ceux qui prétendent contrôler l'écologie. Alors, je voulais vous dire à ce sujet que, alors en tout cas, c'est la position qu'on développe, nous, MNLE, PDL, l'écologie, si l'écologie est une science, si l'écologie est une science, pardon. Oui, bon. Si l'écologie est une science, l'écologisme, c'est-à-dire l'idéologie qui en découle, elle n'est pas privatisable. Ça veut dire que c'est pas parce qu'on est vert, c'est pas parce qu'on est rouge, c'est pas parce qu'on est bleu, qu'à ce titre, on est possesseur d'une science ou de la capacité d'utiliser une science. Et nous, on l'a dit d'ailleurs à une conférence à Rennes, il faut vraiment qu'on sorte de cette espèce de système de privatisation de ce qu'est l'écologie. On n'a jamais privatisé, je dirais, les sciences qu'utilise notre ami. Enfin, pas encore. Mais c'est la raison pour laquelle les scientifiques qui font l'écologie ont abandonné le titre d'écologiste, mais d'écologue, pour ne pas être confondu avec les marchands dont tu parles. Voilà, c'est un peu ça. Oui, c'est ça. Merci. Alors, on a parlé de Tina, de notre amie, la Premier ministre. Hein, c'est les années 70, tout ça. Il n'y a pas d'alternative. Tout ça, c'est la même période. Il n'y a pas d'alternative au système. Alors, on ferme les forges au Pays de Galles. Alors, ça a été une bagarre de 2 ans, hein, en 84, je ne sais pas si vous vous souvenez. L'émergence des pays du Sud, de l'Asie, j'ai insisté là-dessus dans mes interventions que j'ai faites là, dans les débats précédents. Attention, les pays du Sud et d'Asie entraînent aujourd'hui une forte réorganisation des process de production. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on s'est moqué d'eux en leur disant on va les exploiter, on va polluer chez eux et on va faire du pognon. Ben maintenant, ils commencent à se dire on va peut-être pas polluer, et puis s'ils nous emmerdent de trop, on les fout dehors. Enfin, c'est une façon de parler. Entraîne un terme de départ conséquent d'unités de production, parce que quand les patrons disent on quitte la Chine parce que le drapeau rouge il nous fait de l'ombre, c'est pas ça la raison. La raison, c'est qu'ils ont trouvé une autre solution pour faire du profit. Bon, voilà, hein, quel est le poids des délocalisations dans le territoire? Vous savez que depuis 1970, la France, elle a perdu la moitié de ses industries. C'est quand même, c'est pas mal ça. Quelles conséquences pour les territoires? Ben, évidemment,
Vous voyez ce qui se passe. Et ici en particulier. Donc, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais en gros, vous voyez bien que ce n'est pas quelque chose de fatal. Ce sont des choix. Alors après, ils sont habillés. Ils nous expliquent, bah oui, mais vous comprenez, on ne peut plus faire ça, et puis ça pollue. Donc on va changer ça, on va aller ailleurs, et puis on va aller polluer ailleurs. Vous vous souvenez, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, combien d'entreprises, notamment nos fabricants de voitures, qui ont été fabriqués là-bas au Maroc et ailleurs, c'est pas parce qu'il faut aider les pays en voie de développement, c'est parce que c'était plus rentable. Le tissu en Tunisie, les vêtements en Tunisie, tout ça. Bon. Alors ça c'est compliqué parce que c'est un peu le schéma, mais si vous avez envie de relire, vous le relirez. C'est une analyse des conséquences de la désindustrialisation. Alors j'ai pas pu faire mieux. Bon, vous imaginez bien les réponses de l'État, subventions, primes de l'État. Vous avez vu récemment les 2 usines là, qui vont fabriquer des batteries pour les voitures électriques. Sauf erreur de ma part, le gouvernement, pour s'assurer que la filiale de Stellantis et puis la filiale de Renault s'implantent dans le Nord et le Pas-de-Calais, il va lâcher 4 milliards. 4 milliards. Et ce n'est pas 4 milliards pour les habitants, c'est pour que les patrons investissent moins. Parce que s'ils dépensent 20 milliards et que l'État en prend 4, ça leur coûtera que 16. Et comme ils sont comme de toute façon, ils cherchent toujours à faire que... Vous savez, c'est toute la théorie dans l'industrie, il y a la sous-traitance. Le copain d'EDF je dirais pas qu'ils sont traumatisés par ça, mais c'est un peu ça quand même. Le problème, c'est que quand on peut faire par d'autres quelque chose et que ça rapporte, pourquoi s'en priver? C'est ça que ça veut dire. Donc ils font ça. Alors ça, je vous ai pris l'exemple des verres de lunettes. Avant, la suppression des politiques d'aménagement du territoire, le poids de l'industrie, donc je vous l'ai dit tout à l'heure. 250 000, c'est le nombre d'entreprises industrielles sur le territoire tricolore en 2019. Donc ça veut dire qu'il y en avait, on va dire, 500 000. 3,2 millions, c'est le nombre de salariés travaillant dans l'industrie, 2019. Donc de 8 dans l'industrie manufacturière. 80%, c'est la part de l'État dans l'ensemble des soutiens publics. C'est-à-dire pour pouvoir faire qu'une entreprise s'installe, on subventionne. Alors ça, c'est les verres de lunettes. Vous voyez où ils sont fabriqués? C'est les flèches que vous avez. Alors, ils sont fabriqués en Amérique centrale, en Amérique du Sud et en Asie. C'est l'exemple d'une délocalisation. Au sens... Alors, c'est pas n'importe quoi, c'est quand même les verres de lunettes. Alors, l'exemple de Bridor. Ça y est, enfin, il faut que je le dise parce que ça, c'est quand même con. Bridor, il dit, c'est le groupe Le Duf. La boucherie, les pizzas, la boîte les restaurants, là, je sais plus comment, Delarpé. C'est des Bretons. Ils ont dit, nous, on a un objectif, c'est de fabriquer des viennoiseries pour l'ensemble du monde à côté de Rennes. Vous imaginez le concept. Congelé. C'est-à-dire, ils partent de l'usine qui ne se fera pas, mais pour vous dire, qui partent de Liffré. Donc ils vont où? Je vais demander à Madame Maillard, parce qu'elle va sûrement me répondre. Ils vont où les pâtisseries congelées pour le reste du monde? Au Havre. Pour être mis sur des containers. Pour aller dans le monde. Mais vous voyez le circuit. Alors, notre ami d'EDF, il mesure bien, lui. Parce qu'il faut de l'énergie pour faire du froid. Léger. Légèrement. Donc, mais ils n'ont pas pensé qu'ils pourraient, par exemple, s'ils veulent vraiment vendre... Et puis alors, les viennoiseries pour les Chinois, je ne sais pas si ça les intéresse. Les Américains peut-être.
les Sud-Américains, j'en sais rien. Mais vous voyez l'état d'esprit. Et ça, c'est pas hier, c'est pas il y a 15 ans, c'est il y a 2 ans. C'est aujourd'hui. Hein. Voilà. Bon. Et ben voilà. Alors, il y a eu une bataille, et ben, il a dit, puisque vous n'en voulez pas, je vais aller au Portugal et en Allemagne. Voilà. Alors, on aurait pu aussi penser qu'on pouvait mettre les usines, une usine en Amérique, une usine en Australie, une usine, je sais pas où, ou pire, une en Arabie Saoudite, parce qu'il y a, bon, enfin, par exemple, vous voyez bien. Donc, vous voyez que c'est des concepts inadaptés. 200 000 mètres cubes d'eau par an qu'il faut leur donner. Il n'y a pas de multimodalité des transports où ils l'implantaient. Il y avait que le camion. Alors qu'à 10 km, 15 km au sud-ouest de Rennes, il y a la Jeannet, avec 53 hectares vides, avec le train, l'avion et le camion. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut prendre l'avion pour transporter les viennoiseries, mais je suis persuadé qu'elles sont transportées en partie en avion. Donc, vous voyez la cohérence du système. Il a eu toutes les autorisations de l'État. Il a été soutenu d'ailleurs par le président de la région Bretagne. Et ben, du coup, il a dit, puisque c'est le bordel, je m'en vais. Et ça montre que la bataille est peut être gagnée. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas construire. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas construire de viennoiseries. Mais vous savez aussi que la plupart des boulangers dans l'industrie agroalimentaire s'alimentent sur les 2 usines du groupe Le Duf, là, Bridor, pour le pain, pour avoir du pain chaud le matin. Parce que maintenant, les boulangers, parce que c'est dur le métier de boulanger, il faut se lever tôt, il faut que la pâte monte, etc. C'est long. Et bien maintenant, quand c'est congelé, ils mettent ça dans l'appareil et crac, au bout de 20 minutes, c'est prêt. Et ben, le producteur, c'est lui, c'est Bridor. Ben, c'est comme ça. Alors, j'ai pas dit que tous les boulangers fonctionnaient comme ça. Mais la tendance générale, c'est ça. Les supermarchés surtout. Oui. Mon boulanger à moi, je sais que... Les boulangers, ils n'ont pas le droit de s'appeler boulanger, ceux qui font ça. Pour le pain, Oui, mais- oui, mais pas pour le pain, pas pour le reste. Pas pour les viennoiseries. C'est pas pour le monde. Oui, mais vous voyez bien que tout ça, c'est quand même une tendance lourde. Hein. Alors, vous vous souvenez de l'entreprise Réseau? L'entreprise Réseau, c'est Turuk, le patron d'Alstom à l'époque. Il dit, moi, mon rêve, oui, il a presque réussi d'ailleurs, mon rêve, c'est d'être patron d'une entreprise qui ne fait rien. Oui, oui, c'est ça. Ah non, start-up c'est autre chose, c'est la recherche d'abord. Après, non mais qui fait rien, ça veut dire qu'il est le chef, il a le pognon, mais il sous-traite tout. Voilà. C'est pour ça que Macron, président de la République, qui était ministre des Finances, a vendu la partie énergétique d'Alstom à General Electric. Il n'y avait pas besoin, puisque de toute façon, ce qui compte, c'est le pognon, c'est pas de savoir si on fabrique. Voilà. C'est ça aussi le fond du débat. Alors voilà les fameuses boîtes dont je vous parlais là, pour les batteries. Alors ça s'appelle. Alors le code Orano, alors le copain d'EDF est là, il sait. Lui, il ne faut pas que je t'empêche de parler. Le Orano, c'est Areva actuel. Areva, il a 2 fonctions: de récupérer de l'uranium naturel, notamment en Afrique, au Niger, à Arlit. Au Niger, ça vous dit quelque chose, le Niger? Vous avez vu qu'il y a eu une tentative de coup d'État au Gabon, à côté. C'est pas seulement parce que les présidents sont corrompus, ça compte. Mais il y a aussi d'autres raisons à tout ça. Alors, Areva, Arlit, c'est quoi? C'est une ville dans le désert et puis tu as une mine à côté. Alors, le patron d'Orano, il dit, mais moi, je respecte les normes dans la mine. Mais vous savez que dans le désert, il y a beaucoup de vent. Et l'uranium, il se promène avec le vent. Les gens d'Arlit, quand vous prenez le système là, pour vérifier la radiation, là, je ne sais plus comment on appelle ça, compteur Gégère, là-bas c'est comme le téléphone, ça sonne tout le temps. Dans ton lit,
dans la charpente de ta maison, quand on a une, partout, et dans ton corps. Alors ils me disent, oui, mais c'est pas des grosses... voilà. Mais quand tu travailles 50 ans dans la mine et que tu vis dans la ville, qu'est-ce que tu accumules? Tu accumules du sucre, des bonbons, vous comprenez? Donc on est dans un monde où la révolte, on utilise le terme qu'on veut, mais la révolte, elle a du sens. Les gens d'Arlit, ils n'ont pas de pognon. Quand il y a des charpentes qui ne sont plus utilisées dans la mine, charpentes métalliques, eh ben, ils viennent les chercher pour faire des charpentes pour leur maison. Et puis ça sonne. Et puis ça arrive, tout ça. L'uranium, il arrive où? Pas loin d'ici. À Narbonne. Alors, je ne sais pas comment, par bateau. Dans des fûts de couleurs différentes. Alors ça vient... C'est ça l'industrie. Ça vient des pays d'Europe centrale, de l'Ouzbékistan, Kazakhstan, je crois, Canada et Niger. Mais comme les Français ont vu que ça devenait trop instable, le Niger, maintenant le Niger ne vend plus que 7% de cet uranium naturel, qui est en fait travaillé à Malaisie, c'est ça? Malaisie. Oui, dans le sud-est, du coup, pour l'uranium naturel, on ne peut rien en faire. Il faut qu'il soit enrichi pour que nous puissions l'utiliser dans les centrales. Donc, les centres d'enrichissement qui sont à côté de la centrale de Tricastin, dans la vallée du Rhône, du coup. Donc, c'est là-bas que c'est transformé pour qu'on puisse après l'utiliser pour faire fonctionner les centrales. Alors, il y a un autre aspect, c'est que Orano achète le minerai naturel pas cher du tout. Alors évidemment, ça ne fait pas beaucoup de sous pour les pays où il est produit. Il faut avoir ça aussi en tête. Alors, oui, alors la filiale de Stellantis. Alors vous savez, Stellantis, c'est Chrysler, Peugeot, Citroën et Fiat. Ce sont nos grands fabricants de voitures électriques avec Renault. Pas pour nous, toujours. Et donc, ils se sont implantés. Alors, et avec Mercedes aussi. Alors, il manque, c'est pas s'ajoute, mais s'ajoute. Alors, Mercedes, Total aussi, vient d'ouvrir une unité de production à Douvrin, dans le Nord. Et ils sont... Alors, il faut de la... Comment on appelle ça pour les batteries? Lithium. Ah oui, mais si t'as pas de... Oui, mais non, mais le lithium... Ah oui, excusez-moi. Le lithium, eh ben, on peut pas le... On en a en France, mais les Français ne sont pas forcément, Français en général, les citoyens, ne sont pas nécessairement enclins à faire qu'on utilise des très grands espaces pour produire, parce qu'il faut beaucoup d'espace pour récupérer le lithium, donc on va le chercher ailleurs. Mais vous comprenez bien que quand on va le chercher ailleurs, c'est un risque. Si un jour en Amérique du Sud, sur le fameux lac qu'il y a dans les Andes, là où il y a beaucoup de lithium, les États disent bah, c'est terminé, c'est pour nous, on le garde parce qu'on en a besoin. Ben, comment on fait nous? Alors l'usine là qu'on fait à Douvrin, qu'est-ce qu'elle deviendra? Hein, qu'est-ce qu'elle deviendra si un jour les pays qui veulent garder les terres rares, les produits particuliers, tout ça. Voilà. Et donc ils ont signé un accord, non pas avec les Canadiens, mais avec les Américains. Alors c'est peut-être plus sûr, c'est peut-être plus sûr. S'ils veulent le fabriquer directement sur place, les batteries, on peut le faire. Non, mais là c'est parce qu'il faut qu'ils importent le lithium. Oui, mais si les pays qui sont producteurs veulent le fabriquer sur place. Voilà. Alors il y a Renault qui a fait le même coup. Alors, vous avez dit ça fait 6 milliards tout ça hein, sur nos impôts. Alors ça c'est une image du monde hein, avec comment ça marche. Vous voyez où il y a les triangles rouges, c'est les pays à fragilité politique. Vous voyez le monde tel qu'il est aujourd'hui. Vous voyez, beaucoup de choses tournent autour de nous, mais pas forcément bien pour nous et surtout en mal pour les autres. Bon, ça c'est... oui, bon, je vous ai dit, ça c'est dit. Ça c'est
Bon, ça c'est plutôt le coucou sur les problèmes de l'aviation avec les avions moins chers, mais bien plus polluants que le train. Hein, c'est une question un peu... Et vous avez un aéroport là, juste au-dessus à Rodez, où il y a deux compagnies, je crois, à low cost, Ryanair et puis EasyJet, je crois. Il vit beaucoup sur ça. Beaucoup d'avions hélices. Ouais. Ben oui, parce que c'est une petite piste peut-être. Oui. Alors, je vous ai mis ça quand même, parce que c'est la carte des sites, en particulier industriels, les plus pollués en France. Il y en a 50. Ça, c'est des sources gouvernementales, donc c'est forcément... C'est officiel. Vous voyez, 4 filières de l'industrie, il y a 6 sites métallurgie, 25 sites minéraux, il y a 2 fois non métalliques, la chimie, 16 sites, l'agroalimentaire, 3 sites. Elles sont responsables, selon le communiqué de presse de Bercy, de 85% des gaz à effet de serre de l'industrie française. Alors ça me ramène à la conception. Vous savez qu'en 2008, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2008, Sarkozy a dit il n'y a plus besoin d'aménagement du territoire. Le marché va aménager le territoire. Hein, ça c'est 2008. Bon. Vous imaginez bien que s'il n'y a pas d'aménagement du territoire, il n'y a pas de maîtrise pour l'industrie. Pour dire à des industriels qui par exemple veulent faire une unité, nous on préfère que vous installiez à tel endroit pour des raisons d'intérêt général. Mais l'entreprise, elle, va chercher à externaliser ses coûts. Donc faire payer par les collectivités, l'aménagement et tout et tout. L'eau nécessaire, etc. Un bon exemple de ça sur l'aménagement du territoire dans l'énergie, c'est le développement des éoliennes, par exemple, qui n'est pas du tout géré par EDF et qui est uniquement la volonté des entreprises privées qui vendent des éoliennes aux mairies, qui ne s'installent pas forcément là où il y en a besoin, mais là où ça peut leur apporter plus d'argent. Il n'y a pas d'une gestion nationale de l'implantation des éoliennes, du raccord avec le réseau existant, etc., etc. Donc ça coûte une fortune, parce qu'une fois qu'elles sont mises en place, on est obligé de les raccorder au réseau. Donc ça, c'est la charge d'EDF, par contre. Donc les entreprises qui vendent les éoliennes, elles sont sponsorisées par l'État, qui à coup de millions, pour assurer la transition écologique. Donc on paye avec nos impôts une grosse partie de la production des éoliennes, pour que ensuite ces entreprises-là vendent aux mairies l'installation, en fait. EDF doit payer le raccordement au réseau pour une production qui est proche de zéro, qui coûte extrêmement cher, puisque mettre en place le réseau électrique, se tirer des lignes, etc., ça coûte une fortune, pour un apport en production qui est quasi nul. Et en plus de ça, on est obligé de leur acheter l'électricité qu'ils produisent, le peu qu'ils produisent, il faut quand même leur acheter très très cher, pour que nous on le revende à perte après aux usagers. Je crois que le branchement pour compléter ce que dit notre ami, le branchement des éoliennes du banc de Guérande pour ramener l'électricité donc à Praquio, certains vous connaissez, c'est dans la Brière, c'est 500 millions d'euros. Rien que pour faire la ligne. Voilà. Gaz, plastique. Et après, on couvre de terre et on met des arbres dessus. Alors, les citoyens aujourd'hui, que nous sommes, en particulier nous, mais d'autres aussi, demandent des comptes. Le verdissement de l'industrie peut s'avérer une impasse et rendre plus complexe une réindustrialisation durable. Je voulais attirer votre attention sur le fait que le mouvement associatif, le mouvement en général, les gens dans le monde agissent de plus en plus au plan juridique. Hein, c'est ce qu'on vous met. J'attire votre attention là-dessus. Il y a une tendance à contester les décisions, en particulier productivistes. Alors,
tous les procès, tout ça, ou les contestations, ça a été dans les pays en voie de développement, représentent malgré tout, même si c'est des pays qui ont des difficultés, comme nous, mais différentes, 17% quand même des contentieux. Donc, y compris eux, se battent. Alors, est-ce que les relocalisations, par rapport aux délocalisations, c'est-à-dire le fait qu'on a, par exemple, envoyé une usine en Europe de l'Est, en Pologne, alors vous avez l'exemple qu'on verra tout à l'heure sur les propos de notre ami Carzola, qui explique pourquoi Unilever a voulu transférer l'usine de Gymnos en Pologne. Vous voyez bien qu'une relocalisation, par exemple, pour prendre cet exemple-là, ça s'est pas fait pour Unilever, mais c'est un exemple à l'envers. S'il avait été en Pologne et puis qu'en Pologne ça s'était mal passé, il aurait, comme d'autres sont en Chine et ça se passe mal et veulent pas comme ils veulent, et ils veulent relocaliser en France ou en Europe, ils vont chercher au passage à optimiser, c'est-à-dire ils vont pas nous rendre de l'emploi au plan de l'intérêt général, ils vont rendre en fonction de leurs objectifs. Donc une relocalisation n'est pas nécessairement complètement positive, même si c'est l'impression qu'on a. Parce qu'on a oublié évidemment que s'il y avait 5000 emplois avant et qu'on revient et qu'il y en a 800, les gens ont oublié ça. Alors, vous voyez, aux États-Unis, les financiers boudent le climat. Je ne sais pas si c'est lisible. Oui. Voilà, c'est-à-dire qu'en gros, vous savez que les États-Unis, c'est le plus grand, ont cumulé le plus grand pollueur au plan des GES, des gaz à effet de serre, depuis que les États-Unis existent au monde. Et pas la Chine, il ne faut pas confondre. Pas parce qu'aujourd'hui la Chine en émet autant que les États-Unis, que le cumul de ce qu'a émis les États-Unis est égal au cumul de ce qui a été émis par la Chine, vous comprenez? Mais ça, on nous le cache. Parce qu'aujourd'hui, la Chine, par habitant, a un taux de pollution de GES qui est très inférieur à celui des États-Unis. Et pourtant, ils sont 1,7 milliard. 1,4 milliard. Désolé pour la précision. Alors, quelle stratégie? Alors, l'entreprise, elle peut arrêter de produire dans un pays donné, elle s'abstient d'y augmenter ses capacités de production afin de fabriquer ou de faire fabriquer dans un autre pays sous forme d'investissement direct ou sous-traitance. Ça, c'est... Donc, je rappelle ça parce que c'est la logique de la délocalisation. On va aller produire ailleurs parce que ça rapporte plus. Alors... Ça, c'est François Bayrou qui dit ça. Nous avons subi une double emprise. Alors, vous savez que Bayrou, il a le titre de responsable de l'aménagement du territoire sous Macron, là, il est président de la... Au commissaire au plan. Très bien, au plan. Par un dumping sur le travail avec les élargissements européens, je suis obligé de lire là, via la Chine et d'autres pays d'Asie et d'Afrique du Nord, avec des main-d'œuvre à salaire faible, une faible fiscalité et de normes environnementales moindres, par une prédation du capital à l'ouest avec des fonds de pension anglo-saxons. Je l'ai dit, ça, l'histoire du Banque des Rentes, c'est les Canadiens, les retraités canadiens, nos homologues, qui ont payé le Banque des Rentes d'investissement. C'est pas du pognon à nous. Alors, par une prédation capitale à l'ouest. Nous ne vendons pas des illusions. Il n'y a aucun redressement industriel aujourd'hui. Pour moi qui le dis, c'est lui. La part de l'industrie dans la valeur ajoutée a baissé de 14,3% à 12,7% en un mandat de Macron. Alors je ne sais pas s'il a dit ça comme ça, mais c'est ça qu'il a dit.
Selon François Béot, le commissaire, souligne notamment que depuis les années 2000, c'est que les multinationales françaises ont choisi de délocaliser, y compris pour nourrir le marché intérieur. Ça représente, d'après lui, 2 points de PIB, c'est énorme.